Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour David Lisnard. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Pour vous interroger, je suis entourée de Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors David Lisnard, en tant que président de l'Association des maires de France, vous occupez un rôle clé sur la scène nationale. L'Association des maires peut incarner un contre-pouvoir puissant à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ainsi que vous l'appréhendez? Vous nous le direz. Et puis votre parole sur les parrainages notamment est attendue. Sur la forme, on vous décrit comme un maire plein d'énergie. Vous êtes marathonien, amateur de rock, ambitieux. Certains vous voient en un Macron de droite. Vous nous direz tout à l'heure si c'est un compliment. Mais à vous voir, je ne sais pas. Tout d'abord, David Lisnard, première question, évidemment, c'est l'actualité. De plus en plus de voix s'élèvent dans la classe politique et certaines aussi dans la sphère médicale, à l'instar du professeur Eric Combe, pour dire que le variant Omicron est en train de transformer le Covid en maladie endémique. Faut-il, comme l'envisage par exemple l'Espagne notamment, vivre avec le virus et passer à autre chose? Est-ce que vous plaidez pour cela? Vivre avec le virus, oui, puisque, avec toutes les réserves qu'amène l'expérience, on ne sait pas ce que seront les prochaines duplications ou réplications virales, mais vivre avec, c'est malheureusement une évidence qui est dite depuis longtemps. L'OMS et un certain nombre de scientifiques estiment qu'on est probablement en train de passer à une épidémie, était entre deux stratégies, j'en dirai quelques mots si j'ai le temps, et était plutôt adaptée à Delta. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, David Lisnard, vous, en responsabilité, parce que vivre avec le virus suppose de lever toutes les restrictions. Oui, c'est ça. Si on arrive dans une phase vivre avec une réalité, c'est savoir s'adapter à cette réalité. Et donc à son degré. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'on est toujours aussi pauvre en matière d'indication. Au début, au printemps 2020, il fallait être maximaliste, évidemment. On ne connaissait pas la létalité, on ne connaissait pas les conditions de transmission. On a su à partir d'avril, l'exemple du restaurant de Canton, que c'était transmissible par les aérosols. C'est pour ça qu'on avait distribué, d'ailleurs on avait été la première ville, dès le premier confinement, des masques aux habitants à l'époque où on nous disait que les masques ne servaient à rien ou alors qu'on ne savait pas les porter. Mais moi j'aimerais qu'on me dise le taux de létalité. C'est quoi aujourd'hui le taux de létalité d'Omicron? Vous le savez pour Omicron. Donc, mais que ce soit des indicateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter... Les restrictions de liberté qui accompagnent la lutte contre une épidémie sont nécessaires lorsqu'elles sont provisoires, circonstanciées et proportionnées. Si on prend des restrictions de liberté qui ne sont pas provisoires, circonstanciées, eh bien on est dans un dérapage des politiques publiques. Vous dites que la politique sanitaire a toujours un temps de retard. Vous voulez dire par exemple que le pass vaccinal arrive trop tard? Moi, ce que je constate, c'est que quand on voit que... Alors, il faut faire attention parce qu'il y a encore du Delta. Et aujourd'hui, dans les services hospitaliers, les cas graves sont en Delta. On le voit notamment dans le sud de la France où il y a encore un peu plus de Delta que dans le nord. Mais quand le Omicron apparaît, très rapidement, on voit de l'Afrique du Sud puis de la Grande-Bretagne qu'il est plus transmissible et que probablement il est moins mortel. C'est-à-dire qu'il est, il est plus transmissible et moins pathologique. Et au départ, le gouvernement ne décide pas de casser les chaînes de contamination. C'est-à-dire ne prend pas, à juste titre à mon sens, de couvre-feu, de restrictions, etc. Alors que l'Autriche le fait en disant on ne connaît pas bien cette nouvelle variante, donc on reste. Et puis, il se développe, on arrive à plus de 200 000 contaminations par jour. 300 000 maintenant. 300 000, on est sur les modélisations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Et entre Noël et les jours de l'an, sans aucune concertation, tout d'un coup on nous dit... Bon, on va interdire de boire un café debout, mais on pourra le boire assis. Enfin, des mesures qui n'ont aucun sens et qui renvoient à une stratégie qui voudrait lutter contre des chaînes de contamination et en oubliant l'essentiel, c'est quelles sont les capacités hospitalières. Mais on va en parler, mais David Lisnard, Mathieu Bock-Côté, vous pose une question. Vous parlez de mesures limitées, proportionnées en fonction du risque du virus. Dans votre famille politique, François-Xavier Bellamy a pris position de manière très claire en disant, pour lui, le pass vaccinal, ce n'est pas seulement une mesure circonstanciée, ce n'est pas seulement une mesure de circonstance ou nécessaire, c'est une mesure qui réoriente notre modèle de société. On passerait d'une société de liberté à une société de contrôle. Est-ce que vous partagez les inquiétudes, par exemple, de François-Xavier Bellamy? D'abord, je partage beaucoup des inquiétudes et des propositions de François-Xavier Bellamy qui apporte beaucoup d'oxygène à la vie politique française. Ensuite, si d'autres pays ont adopté le pass vaccinal,
Et c'est une mesure qui peut être pertinente si elle est, extrêmement limitée dans le temps. C'est en cela que les avancées du Sénat étaient pertinentes. Tout à l'heure, j'entendais votre annonce du journal en disant le Sénat a voté, l'Assemblée a voté, mais ils n'ont pas voté le même texte. Donc le texte qui sera voté par l'Assemblée n'est pas celui du Sénat. Mais est-ce que vous l'auriez voté, vous, parlementaire ? Moi, je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est en retard. J'aurais ciblé la politique publique sur la vaccination est absolument nécessaire. Elle est très efficace car elle évite de mourir et elle permet et elle donne de l'air aussi au personnel hospitalier et aux soignants auxquels il faut penser. Ceci étant, ce qu'il faut, c'est focaliser sur le besoin de la population. Or, on voit bien que le pass vaccinal est aussi utilisé comme une arme politique. Et l'aveu a été... Une arme politique, ce n'est pas un outil sanitaire. C'est important ce que vous dites, monsieur Lisnard. Donc c'est une arme politique. L'aveu a été, dans l'interview de vos confrères du Parisien, qui est une interview qui a été relue, qui a été corrigée, qui a été validée par l'Élysée, lorsqu'on dit... non pas dans un excès de langage spontané, mais on dit « j'ai envie d'emmerder », c'est-à-dire que ça vise à polariser et à stimuler ce qu'on a en nous de négatif. C'est-à-dire qu'on est tous exaspérés lorsqu'on est déprogrammé à l'hôpital parce que des personnes ne se font pas vacciner et qu'elles prennent des places, lorsque l'on voit des soignants qui sont saturés. Mais le rôle d'un chef de l'État et de la politique, c'est de régler les problèmes et de cultiver la concorde nationale. Avec ce type de propos, concomitamment au dépôt d'un texte de loi qui instaure la mesure, on dévie des objectifs. À vous entendre, faire quoi pour, si vous voulez plus de vaccinés? Ah ben c'est ça, aller vers ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous croyez que ce n'est pas fait? C'est-à-dire vaccination obligatoire, ça pourrait être une étape supplémentaire. Vous seriez aujourd'hui, il y a 5 millions... Vous seriez pour l'obligation de la vaccination obligatoire? La vaccination obligatoire pour les personnes en comorbidité et très âgées, à mon avis, est une hypothèse qui doit arriver, comme le dit Jean Leonetti à juste titre, après un travail ciblé sur ces personnes qui n'est pas fait. Je peux vous dire que lorsqu'il y a on active des plans contre les vagues de chaleur pour les personnes âgées, on sait très très bien aller chercher les personnes, expliquer et travailler de façon et créer du civisme. Sauf que le non-respect successif des paroles, le fait de dire... Olivier Véran disait, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il n'y aurait pas de phase vaccinale, qu'on ne demanderait pas une obligation vaccinale pour aller boire un verre, etc. Résumons, David Lisnard, attendez. Donc, sauf pourquoi je veux dire, c'est qu'on a créé tous les ingrédients d'un manque de civisme, d'un manque d'acceptation. Une politique publique est efficace de la confiance que génère ceux qui la décident. Que le président, vous êtes en train de dire que le président est en train de mettre les ferments de la division dans la société? Mais je pense qu'il y a longtemps qu'il polarise en essayant d'incarner un camp qui voudrait être celui de la raison. Or, moi, je pense que la raison, effectivement, est absolument nécessaire, évidemment. C'est un des grands acquis depuis des siècles, et notamment depuis la Renaissance, mais qu'une politique sanitaire efficace est une politique sanitaire qui crée de la confiance et qui va vers ceux qui ont besoin de l'action publique, et pas qui pénalise toute une société parce qu'on est défaillant pour cibler là où c'est nécessaire. Permettez-moi d'y revenir. Votre famille politique est pour l'instant divisée sur cette question. Oui. On l'a vu sur la question du pass vaccinal. On le voit plus largement dans ce conflit, à moins d'être l'arbitre. Comment vous situez-vous? Je viens de vous dire ma position et je dis que dans les circonstances... Vous n'auriez pas voté le pass vaccinal, que je comprenne bien. Je n'aurais pas voté en tout cas le pass vaccinal tel qu'il est proposé à l'Assemblée nationale. Et au Sénat? Le Sénat, pour moi, au moins s'inscrit dans une logique démocratique et de respect des principes démocratiques. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne le fait pas? Mais c'est-à-dire que le Sénat met des critères, dit « Ok, cette restriction de liberté peut être nécessaire et on ne veut pas obstruer le travail gouvernemental en pleine crise, mais en revanche, on rappelle des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est soit le pass vaccinal est efficace et c'est un outil sanitaire important dans un dispositif et une gestion sanitaire, soit il ne l'est pas. Vous avez une position en même temps en train de dire peut-être que le Sénat a trouvé la solution et pas l'Assemblée nationale. Non, c'est pas en même temps. Je vous dis que moi, ma position personnelle aurait été qu'on développe une vraie politique pour aller cibler la vaccination auprès des publics qui en ont le plus besoin et qui sont ceux qui obstruent l'hôpital. Il aurait fallu le faire dès le départ. Peut-être même vacciner que ce public-là. Pas forcément, parce qu'un public volontaire qui veut se faire vacciner, on ne va pas non plus l'empêcher de se faire vacciner. Et il y a aussi des formes graves qui se développent chez les personnes asymptomatiques. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux anti-vax aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Écoutez, leur dire, c'est que leur position n'est pas rationnelle. Et que leur position, outre le fait, moi je ne veux pas surtout tomber dans la morale, dans la moraline qui fait tant de mal à la vie politique, mais que leur position non seulement pose un problème de civisme parce qu'elle crée des véritables problèmes
dans la chaîne hospitalière, qui est un autre souci. Hein. Il y a eu 17 550 lits supprimés depuis 5 ans. Enfin bon, mais créer un vrai problème à l'hôpital, créer un vrai problème pour d'autres patients qui se voient déprogrammés alors qu'ils ont des pathologies lourdes à cause d'eux, d'essayer de montrer à quel point ce vaccin, le coût-avantage inconvénient est très positif. Et à un moment donné, ce travail doit être fait, c'est du cousu humain, quoi. Et puis, au bout d'un moment, oui, la question, mais ça doit être dans le pacte social, de l'obligation vaccinale. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai fait l'armée. Quand je suis arrivé au service militaire, on m'a vacciné, on m'a pas demandé mon avis. Oui. Et puis, ça marchait pas si mal, quoi. Vous le dites vous-même, la crise est devenue politique. Est-ce que dans la crise actuelle, le parti des libertés, c'est-à-dire le parti soucieux des libertés, n'est pas absent du débat public? Le parti de la nécessité sanitaire, on l'entend, il est nécessaire. Mais est-ce que le souci des libertés est assez présent dans la vie publique? Vous utilisez la valeur qui pour moi est enfin, comme disait Camus, c'est la valeur impérissable de l'histoire. C'est la liberté, c'est la valeur majeure. La liberté a toujours un corollaire, c'est la responsabilité. La liberté sans responsabilité est une abstraction, est un leurre. Hein. Et donc, c'est toujours l'arbitrage. C'est-à-dire que j'ai la liberté de conduire, mais j'ai la responsabilité de passer mon permis. La vie en société est faite de règles qui doivent être acceptées et qui font partie du contrat social. Donc, si vous voulez, votre question est très conceptuelle. Vous n'auriez pas dit sur la forme les mêmes mots qu'Emmanuel Macron, mais vous dites exactement la même chose en affirmant qu'il faut faire pression peut-être jusqu'au bout sur les non-vaccinés. Mais par la conviction. Oui, mais vous arrivez au même résultat. Et en essayant de faciliter la vie des Français, pas en essayant de les entraver en permanence. Ça n'a pas trop mal réussi. On a plus de 90% de vaccinés quand même aujourd'hui, donc la conviction... On verra sur le bilan à la fois sanitaire, le nombre de morts par pays, et économique. J'aimerais qu'on en parle d'ailleurs, parce que à force de, et je pense d'ailleurs qu'il y a aussi une volonté de créer toujours une dramatique avec ce feuilleton qui obstrue et qui anesthésie un peu la vie démocratique. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du déclassement éducatif qui est pour moi le plus gros problème de la France. On ne parle pas du recul du pays sur le plan économique et social, des comptes publics qui ne sont pas tenus, du déficit du commerce extérieur. Nous allons marquer une courte pause et le faire. Et nous vous demandons justement, puisque vous dites ça, certains dans l'opposition affirment qu'Emmanuel Macron n'a pas intérêt politiquement à sortir du Covid. Qu'en pensez-vous? Est-ce que justement ces sujets-là que vous abordez éminemment importants sont oubliés? Une courte pause et on se retrouve en ce dimanche sur Europe 1 et sur News. À tout de suite. Et en ce dimanche, notre invité, c'est le président de l'Association des maires de France et maire de Cannes, David Lisnard. L'occasion également de vous remercier, de nous écouter aussi nombreux dimanche pour le grand rendez-vous. Mathieu Bock-Côté. Alors, vous l'avez évoqué, plusieurs questions, plusieurs sujets sont laissés de côté à cause de la crise sanitaire, le déclassement éducatif de la France, la situation économique du pays. Est-ce que vous craignez que la présidentielle à venir soit confisquée par la crise sanitaire finalement? C'est une présidentielle confisquée, presque gâchée, parce que d'autres thèmes essentiels seraient laissés de côté. Oui, oui, je le crains. Et voyez-vous une manœuvre politique? Mais je crains aussi que ça amplifie la crise civique, qui est un des problèmes qui devrait tous nous mobiliser, hein, qui se traduit de plusieurs façons. C'est-à-dire quantitativement, les taux d'abstention qui sont très élevés sur maintenant beaucoup d'élections, qualitativement aussi sur des radicalités exprimées ou des expressions très extrémistes sans forcément argumentaire, de la disqualification d'autres personnes dans le débat, non pas sur ce qu'elles disent, mais sur ce qu'elles sont. Hein, on le voit tous les jours, on pourrait l'évoquer longuement. Donc, je crains que ce grand rendez-vous, hein, sans faire d'allusion à l'émission d'aujourd'hui, qu'est l'élection présidentielle puis les élections législatives, ne soit atrophié et que pour les circonstances, hein, la personne n'a voulu et n'a prévu le Covid, et aussi par tactique parfois. Mais justement, par tactique parfois, est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à placer la crise sanitaire au cœur de la présidentielle, quitte à confisquer la présidentielle sur ce mode? C'est un mot un peu dur, confisqué, mais en tout cas, de façon, je crois qu'on a souvent sous-estimé le sens tactique d'Emmanuel Macron. On a parfois surestimé son approche conceptuelle et sous-estimé son approche politicienne. Et en l'occurrence, oui, je répète, l'interview du Parisien, mais parmi tant d'autres exemples, en est une forme d'aveu. Les mots sont choisis pour faire polémique, pour reparler de cette polarisation autour de la crise Covid et pour éviter d'évoquer dans le fond des sujets qui sont extrêmement structurants et qui nécessitent que la France prenne des mesures sévères. Pourquoi au fond Emmanuel Macron n'aurait-il pas intérêt à ce que l'on parle de son bilan sur le plan de la lutte contre le chômage, sur le plan économique? Il ne cesse de mettre en avant son action et ses résultats
positif de son point de vue, du point de vue de l'exécutif, et sur certains éléments, c'est objectif. Est-ce que vous contestez cela ? Oui, je pense que le bilan est très maigre et négatif. Il y a des choses positives. Il ne faut pas être manichéen. Évidemment, il y a des choses positives. Mais on va regarder de façon factuelle. On va sortir de la grandiloquence des déclarations et aussi des intentions toujours reportées. Puis on va regarder les faits. On peut regarder sur le plan sécuritaire. Moi, j'entendais lors du déplacement à Nice des cocoricots sur les chiffres de la sécurité. Je pense que ça alimente la défiance civique, puisque les chiffres ne tiennent compte que d'une période très courte avec les périodes de confinement et de couvre-feu, mais que si on regarde sur le quinquennat, on vérifiera les chiffres, mais par exemple les agressions sur les personnes ont augmenté de 24%, les agressions sur les policiers de plus de 30%, les RICS ont augmenté là aussi de plus de 25% sur le quinquennat. Sur le plan Bruno Le Maire disait il y a quelque temps, avant de voir les chiffres, que la grandeur d'une nation se mesure à son commerce extérieur. Le commerce extérieur, le déficit a augmenté de 50% pendant le quinquennat. On est devenu déficitaire sur notre industrie agroalimentaire au sein de la zone euro. Donc c'est un élément majeur. Pourquoi c'est fondamental le commerce extérieur ? Parce que c'est le révélateur de la perte de compétitivité du pays, qui est tout le contraire de ce qu'on nous assène tous les jours. Pensez-vous que le déclassement date d'Emmanuel Macron, David Lisnard ? Le déclassement a commencé il y a bien plus longtemps. Il y a au moins une trentaine d'années. Et il s'accélère aujourd'hui avec une façon les intentions sont certainement très bonnes, mais une façon de gérer, une façon d'aborder la démocratie qui, à mon avis, nous amène dans le mur. C'est-à-dire de hyper-centraliser, une approche uniquement déductive, où on considère que tout doit être schématisé. Moi, j'écoutais Michel Onfray sur votre antenne il y a quelque temps. C'est un homme de gauche, je suis de droite. Je suis pas un admirateur effréné de toutes les dispositions de la Commune de Paris, mais il disait des choses extrêmement intéressantes sur le girondisme, sur une sorte de saint-simonisme. Aujourd'hui, on est en train d'entraver la capacité créative du pays. C'est très ancien, ça s'accentue par conformisme technocratique. Vous savez, Pourtant, il n'y a jamais eu autant de start-up, il n'y a jamais eu autant de... Mais il n'y a jamais eu autant de plein de choses, puisque beaucoup de choses... création d'entreprises, il y a eu un chiffre encore vendredi qui est record. Nicolas Barré, si on oublie toute ligne éditoriale et qu'on regarde en objectivité les statistiques et les chiffres, le commerce extérieur s'est-il amélioré ou a-t-il régressé ? D'accord, effectivement. C'est effectivement. Le déficit de l'État, qui diminuait depuis la fin de la crise des subprimes, s'est-il amélioré ou s'est-il dégradé ? Hors Covid, avant la crise Covid, vous voyez, j'ai anticipé votre objection. Il s'est dégradé. À partir de 2018, il se dégrade. Parce qu'on ne s'intéresse pas au cœur, qui fait que notre pays, qui est un grand pays, qui a plein de créativité, alors on a plein de start-up, mais nos entreprises de robotique, on n'a aucun ETI. Toutes nos start-up soit périclitent, soit vont à l'étranger. Non, pas toutes. Non. Quasiment toutes. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de sous-capitalisation. Non, certaines sont développées. Les problèmes sont nombreux, divers, bien sûr. Vous nous direz comment vous développerez cela avec votre candidate, puisque c'est elle qui est candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse. Mais à vous entendre, il y a un foisonnement d'idées. Est-ce que, sans vous ramener à une question politicienne, est-ce que l'Association des maires de France, c'est un contre-pouvoir, justement, pour aller vers cette décentralisation et tous ces sujets que vous abordez ? Est-ce que vous l'appréhendez ainsi ? Alors, là aussi, l'Association des maires de France, c'est une association, donc c'est pas une collectivité, c'est pas un exécutif, on n'a pas de pouvoir normatif, c'est une association de membres qui définissent un bien commun et qui le défendent. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu une institution depuis 1907, dont la vocation est d'être indépendante du pouvoir exécutif. Et de faire entendre, et moi c'est ce qui m'a toujours plu dans l'AMF, depuis très longtemps, de faire entendre la voix des libertés locales. Vous savez ce que Tocqueville disait, c'est là que réside la force des peuples libres, quoi. C'est les communautés d'expérience, c'est toute l'initiative locale. Et donc l'AMF, bien évidemment, vis-à-vis de l'exécutif, quel qu'il soit, lorsque l'exécutif recentralise, intervient comme ce que vous appelez un contre-pouvoir. Elle l'a fait face à tous les présidents de la République lorsqu'il y a eu des tentatives de recentralisation ou de spoliation des intérêts des collectivités territoriales. Quelle que soit la couleur politique, vous dites, ce n'est pas parce que c'est Emmanuel Macron. Quel que soit le président ou la présidente. Vous êtes un contre-pouvoir aujourd'hui en France. C'est une institution indépendante. Bien. À moins de 100 jours de la présidentielle, David Lisnard, le sujet des parrainages est au centre des débats. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ainsi que Marine Le Pen font part de leurs difficultés et parfois de leur vive inquiétude quant aux fameuses 500 signatures des maires. Tout d'abord, est-ce que vous pensez qu'il est impossible que l'un de ces candidats, quand même, qui sont à plus de 10%, et pour Marine Le Pen bien plus, ne puisse pas obtenir ces parrainages ? Est-ce que vous l'excluez complètement ? J'exclus rien,
je constate du passé que les candidats ont réussi à obtenir leur parrainage, y compris des Jacques Cheminade à l'époque, des gens qui pensaient que les extraterrestres arrivaient, etc. Donc, mais je l'ai dit, et je l'ai dit à la fois à votre antenne en premier et ensuite chez un de vos confrères de la presse écrite, il faut qu'ils les aient, ces signatures. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous faites pas en sorte que... Mais oui. Parce que, j'anticipe, puisque j'ai entendu Mathieu Bock-Côté sur d'autres ondes aussi, attendre de moi que je mène une grande épopée pour recueillir des parrainages. Mais c'est pas la vie, c'est d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et moi, ma responsabilité, c'est pas de chercher des parrainages pour des candidats. En tant que citoyen, j'alerte. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. Dans les circonstances, il y a une crise démocratique qui s'annoncerait. Vous l'évoquez, si un des trois candidats n'est pas présent, il y a une crise démocratique. Ça accentuerait la spirale. Une crise de légitimité. Ouais. Dès lors, puisque vous avez un leadership fort en politique française aujourd'hui, et plusieurs se tournent vers vous, pas moi, plusieurs se tournent vers vous en disant, vous avez la possibilité de contribuer au déblocage. Éric Zemmour, mais c'est pas le seul à vous avoir lancé cet appel. Est-ce que vous n'avez pas un rôle démocratique, de leadership démocratique à jouer dans les circonstances pour régler cette question des parrainages et que la campagne se mène à armes égales, non pas de candidats qui n'ont pas de signature et d'autres qui peuvent déjà faire campagne à temps plein? Est-ce que vous n'avez pas un rôle très particulier là-dedans? Vous dites plusieurs, en candidat, c'est Éric Zemmour en l'occurrence. Non, pas seulement. Jean-Luc Mélenchon a alerté sur la difficulté à obtenir ses parrainages. Marine Le Pen y passe beaucoup de temps. Non. Ils ont alerté sur la difficulté à obtenir les parrainages, mais celui qui a interpellé l'Association des maires de France, c'est Éric Zemmour. Bon. Pardon, ce matin sur notre antenne, Adrien Quatennens tire aussi la sonnette d'alarme à ce sujet. Mais je pense qu'ils ont raison de dire que la règle des... Moi, à titre personnel, c'est pas la position de l'AMF, mais à titre personnel, je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Le double parrainage qu'avait proposé Jacques Pélissard à l'époque, le fait de mixer avec un parrainage citoyen, enfin, on a différentes façons de le faire. Les règles n'incombent pas aux maires, à l'AMF, elles incombent au pouvoir exécutif et législatif. C'est pas une façon de botter en touche, c'est une réalité institutionnelle. Par une loi organique qui nécessite des délais de dépôt extrêmement longs. Les candidats ne découvrent pas aujourd'hui les règles. Pas un n'en parlait, sauf une exception. Jean-Luc Mélenchon, qui en avril 2021, dans la niche parlementaire, avait fait déposer une proposition de loi, LFI, pour revoir la règle de parrainage. Le 6 mai de mémoire, le gouvernement avait retoqué cette hypothèse, mais avait dit nous consulterons, nous réunirons les formations politiques pour voir si... Et puis ça n'a pas été fait. Donc en attendant, je souhaite ardemment qu'ils trouvent tous leur parrainage, que la concorde civile puisse s'exprimer électoralement et que la discorde aussi plutôt civile puisse s'exprimer électoralement. Mais objectivement, ce serait malhonnête que de dire que l'Association des maires de France va trouver des parrainages. Elle n'est pas là pour servir les intérêts de tel ou tel et recueillir des parrainages. On n'a pas le pouvoir. L'intérêt de la démocratie, c'est pas les intérêts particuliers. Ce qui était proposé, la règle, c'est pas du ressort des maires. Il y a 42 000 élus qui peuvent donner leur parrainage, dont les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les sénateurs, les députés et les maires. La règle, elle dépend du pouvoir législatif. Non, mais il faut être très précis, parce qu'autrement, on s'engouffre dans des mauvaises pistes. Deuxième élément. J'ai rappelé le 27 décembre à tous les maires par un envoi personnel que le parrainage ne valait pas soutien. C'est la règle. Ok. Sauf que beaucoup de maires nous disent, dans mon village, dans ma commune, si j'apporte un parrainage, je suis marqué à vie pour un candidat, alors que je suis apolitique. Donc maintenant, si vraiment il y a crise, les candidats, les représentants du Parlement changent les règles, et l'AMF s'adaptera, et les maires feront ce qu'ils ont toujours fait, leur devoir. Mais en l'occurrence, c'est faire peser une responsabilité de choix qui n'est pas celle de l'AMF. On va poursuivre cette discussion, c'est un sujet essentiel. Malgré tout, vous savez bien que le filtre est devenu un filtre partisan, celui des parrainages. Comment faire et ne pas faire aussi porter une si lourde responsabilité aux maires? On marque une pause et on revient sur CNews et Europe 1. Merci de nous suivre sur nos antennes Europe 1 et CNews avec notre invité ce dimanche, le président de l'Association des maires de France et maire de Cannes, David Lisnard. Nous parlions d'un sujet éminemment important parce qu'évidemment, il en va de la démocratie. Vous nous dites, David Lisnard, sur les parrainages, ce serait un déni de démocratie si Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ne soient pas présents. Malgré tout, vous savez bien qu'un maire qui va accorder sa signature à Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, même s'il le fait sans apporter son soutien et s'il le fait pour la démocratie, peut être mal vu par le président, je ne sais pas, de la communauté de communes. Il peut ensuite être entravé dans son action. Est-ce que ce n'est pas devenu un filtre partisan et on ne peut pas laisser faire ainsi, même pour cette présidentielle? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que ça posait des difficultés pour un certain nombre de maires qui se voyaient estampillés. Pas tellement, alors contrairement à ce que j'ai entendu aussi vis-à-vis d'un président d'exécutif
Malheureusement, ça peut exister. Le clientélisme existe et malheureusement, j'y suis parfois aussi confronté. Mais très souvent, non, c'est par rapport à la population. Vous êtes le chef d'une équipe municipale dans une commune, il y a très peu d'enjeux partisans, quasiment pas. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez estampillé d'extrême gauche ou d'extrême droite ou autre chose d'ailleurs. Bon. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que cette règle évolue. Mais on ne va pas ajouter de la confusion. On est à moins de 3 mois de l'élection. Cette règle est connue depuis très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, les chefs de parti se réunissent, les présidents des assemblées, l'exécutif. Il y a une alternative. Une petite fenêtre de tir très courte. Je ne suis pas un spécialiste du travail législatif, mais pour faire une évolution. Mais enfin, là, vous partez d'un principe qu'ils ne l'ont pas. Je pense qu'ils soulèvent un vrai problème, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Je pense qu'ils sont il faut absolument qu'ils puissent concourir à l'élection. Ceci étant, il y a aussi de la tactique. Il y a aussi de la tactique de victimisation. Il y a aussi. Le cinéma, ça c'est vous qui le dites, mais je pense qu'il y a un peu une théâtralisation. Oui, voilà, c'est pour rester dans les arts. Mais il y a une tactique, si vous voulez, qui est le cas tous les 5 ans. Ça devient un marronnier. Donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'en début de quinquennat, là aussi, on en sorte. Et en attendant, eh bien, vous savez, moi pour être maire de Cannes, moi, je suis pas né là-dedans, je suis pas un fils à papa de la politique. J'ai fait 180 réunions d'appartements, j'ai pas eu d'investiture pour être élu, et idem pour être conseiller général, comme on disait à l'époque. Donc, et je sais qu'Éric Zemmour, qui à juste titre prône le mérite, eh bien, va arriver à décrocher ses parrainages, et puis il faudra faire évoluer la chose. Votre argument, 2027, il faudra véritablement réformer la règle à ce moment. Par ailleurs, en ce moment, au-delà d'un candidat en particulier, s'il y a urgence en la demeure, si Zemmour, Le Pen, Mélenchon, ça fait environ 40% du corps électoral. Si 40% du pays ne peut pas se représenter, pour l'instant n'est pas assuré de pouvoir participer à la compétition présidentielle, et s'il y a donc urgence en la demeure... C'est une catastrophe industrielle. Eh bien voilà, de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas urgence en la demeure? Donc, les figures de leadership dans le pays, vous en êtes une, il y en a d'autres, mais vous êtes à la tête d'une organisation qui peut jouer un rôle. Est-ce que vous pouvez vous contenter d'être remarquable analyste de la crise, ou est-ce que vous ne devez pas prendre des initiatives? Si vous croyez que la crise est aussi grave que vous le dites. Non, parce que prendre une initiative serait trahir la vocation d'une association dont ce n'est pas le rôle. C'est une question de responsabilité. Enfin, je suis président de l'AMF depuis 1 mois et demi. On est à moins de 3 mois de la présidentielle. Et vous voudriez, alors qu'on n'est pas législateur, qu'on porte une espèce de croisade parce qu'un candidat soulève le problème. Est-ce que vous ne lancez pas un appel aux maires, alors? L'immense majorité des maires qui m'ont répondu pour l'instant sont hostiles au changement de règles. Disent, on assume nos responsabilités. Nous sommes dans une époque où on doit dire qui on parraine ou pas. Pour moi, il y aura besoin d'un changement de règles puisque... Sur la dernière présidentielle, avec les règles en cours actuellement, il n'y a eu que 15 000 parrainages sur les 42 000 potentiels. Donc on voit bien qu'il y a un souci, à mon sens. Et je rappelle aussi que le modèle précédent n'était pas un modèle d'anonymat, contrairement à ce que j'ai entendu. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a reconnu. Il protégeait quand même un peu plus. Là, nous sommes dans une transparence Le Conseil constitutionnel tirait au sort 500 parrainages par candidat. Le Front National avait un peu plus de 500. Donc vous étiez quasiment sûr d'être publié lorsque vous souteniez le Front National. Et le Front National trouvait ses parrainages quand même. Je pense qu'il y a un sujet, mais alors, le sujet est tellement... au fond de moi, je pense qu'ils trouveront leur parrainage et je le souhaite. Il faudra adapter la règle. L'AMF peut-être proposera ça dans la plateforme de proposition qu'elle proposera aux candidats qu'elle recevra en audition. On va organiser tout cela. Mais en l'occurrence, il y a des sujets quand même en France qui méritent d'être abordés. On avait commencé à parler d'économie, d'emploi, etc. Quand vous êtes quand même interpellé par différents candidats sur un sujet qui est l'essence même de la démocratie, il est notre devoir de vous interroger. Et est-ce que justement, bien, le nombre de candidatures qui se multiplient, justement, ne fait pas augmenter ce problème? Parce qu'il y a une autre candidature, Christiane Taubira, qui va devoir aussi trouver ses parrainages. Déjà sur la forme, sur ces différentes candidatures à gauche, plus celle de Christiane Taubira, qu'en pensez-vous? La droite nous préoccupe déjà assez et la France surtout doit nous préoccuper. Mais non, je n'ai pas. Vous n'avez pas d'avis sur une nouvelle candidature à gauche? Je pense que la France a besoin de clivage. Civil, quoi. On a besoin de grands systèmes de pensée qui s'affrontent. On a besoin de conscience sociale, de conscience libérale. On a besoin de cela pour avoir une vitalité démocratique. Conscience libérale, vous avez salué la candidature du philosophe Gaspard Koenig. Mais juste pour finir sur la gauche, je pense que la gauche apparaît très divisée. C'est un problème pour la gauche, mais je le disais préalablement, je pense que le problème, c'est surtout le numérateur.
il n'y a pas que le dénominateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, quel est le corpus intellectuel de la gauche? Elle est peu nombreuse quantitativement. Est-ce que c'est la gauche Mélenchon ou est-ce que c'est la gauche socialiste? Non, mais vous avez peut-être un avis quand même, vous êtes engagé politiquement. Moi, je pense que, en tant que citoyen français, je pense que la gauche se fourvoie quand elle oublie la base de l'universalisme républicain. Voilà, que l'on trouve dans le wokisme, donc, etc. Et donc, par exemple... Qui est cette gauche qui oublie cet universalisme républicain? Malheureusement, aujourd'hui, quasiment toute la gauche. Elle est très ambiguë. À part peut-être le candidat du Parti communiste qui semble au moins rationaliste et Fabien Roussel et être fidèle à une certaine vocation de la gauche. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous avez été un des seuls à droite à prendre au sérieux la question woke, dont on a beaucoup parlé depuis un an. Vous avez signé dans la revue politique et parlementaire avec Christophe Votre collègue m'avait posé une question. Allez-y, mais je ne sais pas, moi je veux pas. Mais allez-y. Répondez sur Gaspard Koenig. Est-ce que c'est votre candidat? Gaspard libéral. Non, c'est quelqu'un qui apporte au débat. Je partage un certain nombre de... Je partage l'approche générale. Au moins, il parle du problème fondamental qui est l'excès de bureaucratie en France, qui fait qu'on a 8 points de nombre de fonctionnaires en plus sur des tâches purement de back-office administratif, plus que l'Allemagne, plus que la Suède, qui nous plombe complètement en termes de performance publique. Donc il y a à la fois de la performance publique, et donc je pense que ça va faire du bien s'il arrive à se faire entendre. Mais en revanche, il y a un certain nombre de positions qu'il exprime que je ne partage pas du tout, sur la légalisation du cannabis, etc. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, je l'ai salué, parce que ça fait partie de ces grandes figures intellectuelles qui, à un moment donné, passent à l'acte politique. Il va comprendre aussi ce que c'est difficile. La vie politique, c'est du combat, c'est de l'acharnement, c'est pas simplement des prises de position médiatiques. Vous avez dit, au moins, lui parle de la simplification des normes, etc. C'est-à-dire qu'il est l'un des seuls aujourd'hui à porter ça. Avec Valérie Pécresse, oui, ils sont deux. Voilà. Non, mais c'est vrai, elle le dit, elle l'écrit même. Vous êtes un homme de droite, David Lisnard. Que répondez-vous, par exemple, à Éric Zemmour, qui affirme être le seul capable, dit-il, de réussir l'union des droites entre une Valérie Pécresse qui l'accuse de faire la même politique qu'Emmanuel Macron et une Marine Le Pen qui ne séduira jamais, dit-il, une partie de la droite classique ou de gouvernement? Alors, Éric Zemmour a remis la question civilisationnelle au cœur du débat, et ça, je pense que c'est un apport. D'autres avaient essayé de le faire avant. Ils se faisaient lyncher, déjà. Je pense à Henri Guénaud, je pense à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, quand il parlait de civilisation. Bon. Et en revanche, là, sur ce type de sortie, c'est de la tactique politique. Moi, ça m'intéresse moyennement, si vous voulez. D'ailleurs, il y a même une contradiction. J'ai écouté comment vouloir faire une union avec quelqu'un que vous dénigrez, quoi. Puisque vous vous adressez à ses électeurs, généralement. Il y a une contradiction en disant qu'elle est la même que ce que l'on combat et qu'on veut s'unir avec ceux qui la soutiennent. Donc, tout ça, c'est de la tactique politique. Moi, je crois que je crois à la force des épopées, je crois à la force de l'offre, et je pense que, c'est pas faire des désunions électorales qui règlent les problèmes du pays, c'est de porter un projet cohérent et de convaincre autour de ce projet. Nous allons y arriver, vous nous direz si c'est le cas de votre candidat, de la candidate LR. Encore un mot quand même, parce qu'Éric Zemmour a provoqué une avalanche d'indignation et suscité vraiment une vive polémique pour avoir dénoncé, je cite, l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés et défendu des établissements spécialisés pour les scolarisés, avant de nuancer son propos. Alors, son camp aujourd'hui dit qu'il a dit qu'il voudrait qu'il y ait davantage de ces établissements, et d'autres disent que c'est honteux d'avoir ainsi dit cela de ces enfants handicapés. Est-ce que c'est une vraie polémique? Est-ce que cela vous a choqué? D'abord, je pense qu'il a nuancé son propos, effectivement, et la façon dont c'était dit pouvait légitimement choquer. Après, la réalité, c'est quoi? C'est que, d'abord, je pense qu'il a une approche du mot inclusif, il n'a pas la bonne approche du mot inclusif. Le mot inclusif, très souvent, est dérangeant, parce qu'il renvoie à une idéologie qui consiste à renoncer à ce que l'on est, ou à ce qu'est la norme de la société, pour s'adapter à une lubie individuelle. Là, on ne parle pas du tout de ça lorsqu'on parle des enfants porteurs d'un handicap en milieu scolaire. C'est inclusif dans une autre acception du terme. Et objectivement, il faut aller au maximum de ce que l'on peut faire pour que les enfants porteurs d'un handicap soient dans le milieu scolaire. La ville de Cannes a recruté, il y a 4 mois, 11 accompagnateurs donc sur le temps périscolaire et le temps de la pause méridienne, pour permettre aux enfants d'être scolarisés. Je pense que c'est un progrès social et c'est l'esprit républicain. Mais il y a aussi une autre réalité que chacun sait, c'est que des parents d'enfants handicapés ne peuvent plus au bout d'un moment laisser leurs enfants dans le milieu scolaire dit classique, et qui a aussi besoin de structures spécialisées. Ces thèmes-là méritent de sortir de la polémique et donc de dire
Alors, c'est pas du en même temps, c'est du et, c'est-à-dire qu'il faut aller au maximum de ce que l'on peut faire en inclusion scolaire et parallèlement avoir bien à l'esprit que certains handicaps nécessitent des établissements spécialisés. Bien. Donc, in fine, je pense qu'on peut trouver une sorte de consensus républicain sur cette approche. Bien, on va voir si on peut continuer à en trouver sur d'autres sujets majeurs, parce que David Lisnard, vous avez une particularité, peut-être une singularité dans ce monde politique. Vous êtes engagé sur différents sujets, vous affirmez que la culture nous sauvera, c'est malheureusement l'un des sujets oubliés de cette campagne. On va en parler, et puis vous nous direz comment vous soutenez votre candidate Valérie Pécresse avec enthousiasme. Oui. Oui, et bien vous nous l'expliquerez. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Bon dimanche à vous, merci beaucoup de nous suivre avec notre invité ce dimanche, David Lisnard. Et la question vous est posée par Nicolas Barret. Et c'était une question simple. Quelle différence majeure faites-vous, David Lisnard, entre Valérie Pécresse, votre candidate, et Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron l'a fait, puisqu'il veut vraiment qu'elle n'arrive pas au deuxième tour. On sent bien qu'aujourd'hui, il préférait avoir face à lui Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc déjà, il apporte une réponse à la question. Et puis ensuite, l'avantage de Madame Pécresse, c'est qu'elle a fait des choses. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, partout où elle passe, lorsqu'elle est décisionnaire, elle agit. Et je pense que c'est quelque chose, pour moi, d'essentiel et d'évident. C'est le maire qui parle, pardonnez-moi, c'est le maire avec toute l'expérience de terrain. Là, vous, vous saluez, engagé, mais vous saluez la gestion de la Valérie Pécresse de sa région. Oui, à la région et dans l'époque, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive, je trouve, à ne pas opposer les populations tout en étant extrêmement claire. Elle a pris des positions très très claires sur des points difficiles. Je pense notamment, j'en sais quelque chose, sur les tenues islamistes dans les bases de loisirs. Elle a assaini les comptes de la région. Elle a des résultats en termes de dépenses publiques. Lorsqu'elle a été ministre de la Recherche et de l'Université, elle a porté une réforme qui a été une des meilleures réformes des 15 dernières années dans le pays. Donc, je pense qu'elle a en elle les éléments du caractère dont on a besoin à la tête de l'État pour mener une politique rigoureuse et sortir du théâtre dans lequel on est, des grandes annonces, des grandes annonces et qui sont très souvent grandiloquentes et avec une atrophie des actes. Donc en matière d'immigration, elle a un projet très clair. En matière de sécurité, elle a un projet très clair. En matière de fiscalité et d'économie, elle a repris beaucoup des dispositions que j'avais soutenues dans le programme de François Fillon. Elle a su s'entourer de personnalités. Elle a su d'abord faire l'union, on a rarement eu ça, donc il faut savoir le savourer. Dans son camp, vous voulez dire, la cohésion à l'intérieur des Républicains. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est pas évident. Je regardais Xavier Bertrand hier, qui se comporte merveilleusement bien, qui fait campagne, Michel Barnier, tous, Éric Ciotti qui est très engagé. Donc c'est important dans un combat. Et puis, des personnalités fortes. Florence Portelli, avec qui j'avais déjà mené le combat pour François Fillon, Thibault de Montbrial, sur les questions de sécurité, Charles Pratt. Enfin, c'est pas des mots, quoi. C'est des gens qui ont des vraies convictions. Elle les a fédérés. Vous avez évoqué plusieurs thèmes. Globalement, on a tendance à dire que la culture est un peu le monopole de la gauche. Et vous êtes à droite une des rares personnes à dire non, la culture, c'est un thème fondamental. Oui. La droite doit s'en emparer, doit se l'approprier. Est-ce que la culture est assez présente en ce moment dans le discours politique et est-ce qu'elle est assez présente à droite? Mais la culture, mais pas que la culture, malheureusement, on parlait d'économie tout à l'heure, moi je suis très frustré, l'éducation, l'instruction sont des thèmes majeurs. Vous avez écrit un livre sur la question de la culture et avec Christophe Tardieu, et avant avec Jean-Michel Arnaud, un livre sur l'incivisme. Mais oui, la culture nous sauvera. La culture, pourquoi? Parce que moi je viens d'un univers formidable, des parents formidables, mais qui n'ont pas passé le bac, etc., où on nous apprenait à nous aguerrir, à nous émanciper. Et pour s'aguerrir, pour s'émanciper, pour se débrouiller dans la vie, l'une des clés était d'acquérir le code de langage, de se cultiver, donc de pouvoir s'élever. Et donc je pense que la culture, c'est ce qui permet aux individus d'échapper à leurs conditions, d'échapper au déterminisme, qu'il soit social, identitaire, etc. C'est ce qui permet de s'élever. Ça, c'est l'intérêt individuel. Et l'intérêt pour le groupe, c'est que la culture, il y a aussi une notion horizontale. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de vraie culture, autour de grandes œuvres de l'esprit, qui résistent à leurs auteurs, qui sont des œuvres majeures de l'esprit, qui deviennent du patrimoine, donc de la transmission, et bien qu'on soit riche ou pauvre, on devient des dépositaires d'un patrimoine. Et donc il y a un lien social. Et dans une époque archipélisée, fragmentée, où il y a des replis identitaires, du déterminisme social, je le disais tout à l'heure,
la culture est une des réponses. C'est pas abstrait, c'est pas gadget. Et c'est une des conditions de la dignité humaine et de la cohésion sociale. Donc oui, c'est majeur. Et un sursaut, pensez-vous, contre une forme de déclassement, c'est le mot que vous avez employé, déclassement économique, vous y faites souvent référence, déclassement culturel, ça passe évidemment par... Et identitaire. Et bien sûr, ça passe par la culture. Ça fait 2 fois que vous dites et civilisation et identité. Oui. Certains, donnent à ces mots-là une connotation très à droite de la droite. Est-ce que vous l'assumez, quitte à être parfois radicalisé, et je mets beaucoup de guillemets, zémorisé pour employer ce genre de mots? Parfois c'est ainsi que le débat politique se mène. La vie politique ne se résume pas à ça. J'assume mes convictions. Alors après, moi j'ai l'impression qu'elles sont justes. Je ne les trouve pas extrémistes, si vous voulez. Mais je pense qu'aujourd'hui, et notamment dans les milieux populaires, on a bien sûr besoin de gagner sa vie. Il y a un problème de pouvoir d'achat. L'inflation est en train va balayer beaucoup de choses. On a des bombes à retardement. Emmanuel Macron nous laisse des bombes à retardement. Il y a un bout de temps. Ça fait 1 an. Je parle de l'inflation. Et la prochaine étape pour contrer l'inflation sera la hausse des taux d'intérêt. Et enfin, on pourra en reparler. Et il y aura des conséquences majeures sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Mais dans les classes moyennes et les classes populaires, on veut être en sécurité aussi. C'est un élément essentiel. Et surtout, on veut être respecté dans la dignité. Donc, à partir du moment où on ne reçoit plus une instruction de qualité, où on n'est plus dépositaire d'une culture, on nous dit que tout se vaut. Cette espèce de relativisme, il est abominable. Culture, identité, civilisation, on l'a évoqué plus tôt, la question woke. Vous faites partie des rares parlementaires à droite à avoir dénoncé la chose. Excusez-moi, figure politique, pardonnez-moi. Vous avez signé un texte dans la revue Politique et parlementaire où vous avez dénoncé le wokisme. Pourquoi vous le présentez presque à la manière d'une nouvelle révolution culturelle? Qu'est-ce qui vous inquiète dans le wokisme? Parce que je pense que c'est une matrice intellectuelle très forte. Il ne faut pas la sous-estimer, parce que instinctivement, au départ, ça nous fait rigoler, quoi. On lit des trucs où on nous parle que la cuisine française est un outil de suprématie, des trucs complètement délirants. Mais il ne faut pas en rire, parce que c'est très présent dans les universités. Et c'est très présent dans les grandes entreprises. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu des pensées tyranniques et potentiellement totalitaires dans l'histoire. Il y avait le communisme stalinien, il y a eu le nazisme, etc. Le communisme avait la force d'une pensée très puissante à partir de Marx et avait un État qui était l'Union soviétique et d'autres États. Ça a été sa force, ça a été sa faiblesse, parce que ça n'a jamais marché. Ça a toujours conduit à la tyrannie, à la pauvreté, etc. Le wokisme a un autre allié très surprenant, c'est le capitalisme. Moi, je suis pour le capitalisme. Je pense qu'il faut capitaliser les entreprises, qu'il faut faire du capitalisme populaire, que les entreprises devraient pouvoir donner des actions gratuites à leurs salariés. Pour moi, ce serait une des grandes mesures à prendre dans les prochaines années, et pour la retraite par capitalisation. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que quand le politiquement correct, le wokisme, mais vous le savez, vous qui êtes québécois, qui vivez au Canada, je pense que c'est bien plus exacerbé que chez nous, mais ça devient chez nous, et qu'on en arrive à accepter que dans un orchestre à Londres, des musiciens, parce qu'ils sont blancs, soient virés, et qu'on ne regarde plus la performance musicale, mais qu'on regarde la couleur de peau. À accepter qu'on interdise à des universitaires de s'exprimer, qu'on tout d'un coup on stigmatise, pour reprendre un mot qui a été tellement utilisé par ces gens-là, qu'on stigmatise un Michel Onfray, un Finkielkraut, qui sont des gens de gauche, un Marcel Gauchet, qui apportent tant à la pensée républicaine, à la pensée française. Donc oui, je pense que le danger est majeur. Je ne suis pas pessimiste. C'est un combat intellectuel, c'est un combat idéologique, c'est un combat culturel. On va finir sur cela. Vous n'êtes pas pessimiste. C'est aussi une note d'espoir pour la suite, évidemment. Les combats sont là pour être menés. Non, je ne suis pas pessimiste. Oui, puis il y a une vitalité fantastique. Orelsan fait 12 millions de vues sur ce titre magnifiquement écrit. C'est-à-dire que c'est plus que Johnny Hallyday, etc. Donc il y a tellement de talent en France. On a commencé par la musique. On finit par la musique. Je disais que vous étiez amateur. Oui, alors là, c'est pas spécialement la musique que j'écoute plutôt. Mais vous êtes éclectique, donc. Mais voilà, donc il y a plein mais à condition de prendre conscience des problèmes et puis d'avoir un projet, une vision du pays et de le déployer. Plus de prospérité par la liberté individuelle, plus de sécurité par l'ordre public et plus de cohérence, d'unité de la nation par ce qui a fait la grandeur de la France et de la République. Elle en fait partie, c'est évidemment par une culture partagée, un patrimoine dont on est fier. 3 piliers développés ce matin par David Lisnard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité au Grand Rendez-vous. Je remercie évidemment mes camarades, Mathieu Bocoté, Nicolas Barré, et vraiment on s'associe pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter pour ce Grand Rendez-vous. On vous dit à demain sur Europe 1, puisque nous recevons votre candidate Valérie Pécresse pour le rendez-vous présidentiel. D'ici là, très très bon dimanche à vous tous.
Merci.